je suis allé voir Exit 8. Et c'était original, divertissant et plutôt bien. Exit 8 est un film d'horreur japonais réalisé par Genki Kawamura. C'est l'adaptation d'un jeu vidéo d'horreur du même nom qui repose sur le principe des backrooms. Alors les backrooms, si vous connaissez pas, comment je vous l'explique ? Les backrooms, c'est le nom qu'on donne à cette forme d'horreur qui est assez populaire en ce moment sur internet, souvent en format vidéo court ou dans des petits jeux vidéo d'horreur indé, et ça repose sur des espaces liminales, c'est-à-dire des espaces un peu de transition qui sont grands, qui sont vides, et à la géométrie impossible. Tenez, vous voyez la scène de l'escalier de Penrose dans Inception ? Cet escalier-là, qui a une forme un peu impossible, où plus vous montez, plus vous tournez en rond en fait. Et bien ici c'est le même principe, mais avec un couloir de métro. Et du surnaturel. Notre protagoniste, on va l'appeler protagoniste parce qu'il n'est pas nommé pendant tout le film, se retrouve comme ça piégé dans un couloir de métro apparemment infini, qui se renouvelle à chaque tournant, des fois à l'identique, des fois avec des différences plus ou moins grandes qu'on appelle des anomalies. Si le couloir est identique, il doit continuer tout droit, s'il trouve une anomalie, il doit faire demi-tour. S'il arrive à faire ça 8 fois de suite sans se tromper, il pourra sortir. Sinon, il devra redémarrer au début. Le film est donc calé comme un jeu vidéo dans sa structure, à tel point qu'il y a les règles écrites sur le mur. Et c'est l'une des grosses forces du film, d'ailleurs, c'est son ambiance, avec ce couloir infini qui est très très bien retranscrit, et ça passe par une utilisation intelligente de la caméra. On a des longs plans séquences de dos où on suit le protagoniste avancer, avec pas de raccord ou des raccords invisibles en tout cas, mais on a vraiment l'impression, comme lui, d'être dans un couloir infini qui se renouvelle perpétuellement, et il n'y a pas de tricherie avec des coupures au montage, ou en tout cas, elles sont très très bien cachées. Ce qui fait qu'on est très très immergé comme lui dans ce décor paranormal. Et on est pris, nous aussi, en tant que spectateurs, dans le concept. Voilà, nous aussi, on va s'amuser à essayer de repérer les anomalies comme le protagoniste du film. Donc vraiment, l'immersion, elle est top. D'ailleurs, je suis super curieux de voir des making-of du film, parce que j'ai vraiment envie de savoir s'ils ont créé un tout petit décor et qu'ils ont fait beaucoup de raccords très très bien cachés, ou s'ils ont créé un décor moyennement long, genre 2 ou 3 occurrences du couloir, avec une équipe qui, pendant que la caméra regardait dans un sens, était derrière en train de tout modifier pour que ça fonctionne. Ça doit être super intéressant, j'espère que va y avoir ça sur YouTube bientôt, parce que vraiment, le rendu est top. Après, le film est très linéaire, parce que la structure est en niveau, et vraiment, ça se voit à l'écran. Et la seule carotte qu'on va nous donner, nous, en tant que spectateurs, pour suivre un petit peu, c'est ça va être quoi la prochaine anomalie. On a vraiment l'impression de regarder un let's play de 1h30 sur un jeu backroom. Et en fait, moi, ça me dérange pas, parce que je suis assez client de ça, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne joue pas aux jeux d'horreur parce que ça me fait peur dès que j'ai la manette en main, mais j'aime bien regarder donc un film ou regarder quelqu'un qui joue à un jeu d'horreur, ça me pose aucun problème. Donc j'étais content en fait. Et là, au cinéma, ce genre de truc, c'est assez nouveau. Parce que si vous n'êtes pas familier avec le concept des backrooms, et là, il y a un long métrage qui arrive avec un nouveau concept d'horreur psychologique, et il n'y a pas d'autres films comme ça en fait. Et c'est hyper rafraîchissant. Avec toutefois quelques écueils classiques du film d'horreur, comme personnage principal un peu con. Je veux dire, la règle, c'est que s'il y a une anomalie, tu fais demi-tour. Donc si t'as une anomalie, fais demi-tour. T'as pas besoin d'attendre 3 quarts d'heure de voir jusqu'où elle va aller dans l'horreur, en fait. Non, tourne-toi et cours. Mais bon, ça, à la limite, c'est aussi en fait un comportement de joueur qui a la même curiosité, quoi. S'il joue à ce genre de jeu, il veut voir jusqu'où les développeurs sont allés, ce qu'ils ont pu imaginer. Donc
limite, c'est limite un peu méta dans l'adaptation de jeux vidéo, et je leur pardonne. Parce que sinon aussi, nous on se ferait chier en tant que spectateur. Après, autour de ça, narrativement, c'est assez moyen, il n'y a pas grand chose niveau histoire, parce qu'en fait, tout le film repose sur le gimmick du personnage perdu. Le gimmick du personnage perdu, en fait, c'est un petit gimmick de cinéma ou de série, voilà. Et en gros, c'est très très simple. Ce que ça dit, c'est que dans une fiction, quand un personnage se perd, c'est qu'il est perdu là. En fait, l'environnement du personnage devient une métaphore de sa psyché, et il ne peut retrouver son chemin que s'il arrive à remettre ses idées en ordre. Et là, tout le film repose sur ça, en fait. Parce que oui, au début du film, notre protagoniste est confronté à un choix, et c'est toute son hésitation face à ce choix qui va le plonger dans cette espèce de purgatoire surnaturel, dont il ne pourra sortir que s'il prend une décision. En l'occurrence, c'est sur un truc qu'on retrouve assez souvent dans l'horreur japonaise en ce moment, et c'est assez intéressant à analyser. Bon là, attention, parce qu'on va partir dans l'analyse du message du film, et ça va contenir des spoils. C'est pas très gros comme spoil, ça reste un film d'horreur, mais si vous voulez pas que je vous dévoile toute l'intrigue, sautez plutôt à la conclusion, je vous mets un timer là ou là. Je démarre les spoils, donc vous êtes prévenus. Au début du film, le protagoniste reçoit un coup de fil de son ex qui lui avoue que, elle est enceinte, et lui demande s'il veut le garder ou pas. Et c'est à ce moment-là que le protagoniste hésite sur sa réponse et va finir dans ce couloir de métro infini. Et à partir de là, certaines des anomalies vont être en fait des tortures psychologiques directement ciblées contre lui, puisqu'il va commencer à entendre des pleurs de bébé assez régulièrement. Sauf que la métaphore va même au-delà, puisque les autres personnages qui vont croiser sont en rapport avec le choix qu'il doit faire. Parce que oui, deuxième spoil, le personnage n'est pas tout seul dans tout le film. Il va rencontrer un vieux businessman, qui est le reflet de l'homme qu'il deviendra s'il ne garde pas l'enfant, et un enfant perdu dans les couloirs comme lui, qui va devoir apprendre à écouter et à protéger. Et qui du coup, vous l'avez compris, est la métaphore de qui il deviendra s'il garde l'enfant. Quel genre de père il sera, quoi. Sauf que ça marche pas trop en fait, parce que si nous on a des flashbacks pour nous montrer le comportement du vieux businessman un peu détaché et égoïste, le protagoniste, lui, il sait rien de tout ça. Donc à la limite, c'est plus pour nous que pour le protagoniste. Et avant de continuer là-dessus, je vais faire un petit détour du côté des États-Unis parce qu'il y a un parallèle très intéressant à faire avec les slashers des années 80. Dans les années 80 aux États-Unis, la mode est au slasher, notamment grâce à Halloween de John Carpenter en 78, je crois, qui a cartonné. Donc ce genre de film d'horreur où il y a un tueur, humain ou surnaturel, qui pourchasse une bande d'adolescents. Ce genre de film était très critiqué par les conservateurs aux États-Unis, qui reprochaient le déluge de violence et de gore, et la nudité gratuite qu'on qualifiait de racoleuse. Et là où c'est super intéressant en fait, c'est que paradoxalement à ça, le message de ces films était profondément conservateur en fait. Parce qu'en fait, dans ces films, le plus souvent, les premiers à mourir, c'était le couple qui se mettait un peu à l'écart pour batifoler, et la seule personne à survivre, c'était une jeune fille, vierge. Quasiment tout le temps une fille, parce qu'on appelait ça une final girl d'ailleurs. Donc quelque part, le tueur est une incarnation symbolique des conservateurs qui punit les adolescents qui respectent pas le message. Et ce message, c'est pas de sexe avant le mariage. Alors pour comprendre ce que je veux dire sur le parallèle entre les slashers américains et l'horreur au Japon en ce moment, il faut savoir que le Japon connaît une forte crise démographique. Que ce soit le coût de la vie, l'incertitude sur le futur, l'envie de réussir professionnellement, enfin un peu les mêmes trucs dans n'importe quelle société, on va dire, mais développer à un niveau comme ça, tout ça fait que les Japonais ne font plus d'enfants et voire ne se mettent même plus en couple en fait. Il y a une grosse crise de la mise en couplitude, ça n'existe pas comme mot, mais voilà, au Japon. Et il y a moins de naissances que de décès. Donc la population décroît. Et à ce rythme-là, elle décroît fortement. Ce qui inquiète beaucoup la société. Et comme je le disais plus tôt, le protagoniste est perdu face à son choix de garder ou non le bébé. Rappelez-vous, le gimmick du personnage perdu. Et les anomalies de son purgatoire, donc centrées autour des cris de bébé, vont le torturer jusqu'à ce qu'il prenne la bonne décision. La bonne décision, c'est pas moi qui le dis, c'est la bonne décision par rapport à la morale du film. Parce que nous, le spectateur, on voit le flashback avec le vieux businessman qui fait les mauvais choix.
C'est-à-dire, à un moment, voilà, il abandonne l'enfant en pensant survivre lui-même et s'échapper. Sauf que non, en fait, il va finir complètement perdu dans les limbes à jamais, et justement, ça va le déshumaniser et en faire un élément du couloir pour le protagoniste. Donc ici, le surnaturel est aussi l'incarnation symbolique d'un message de la société pour les jeunes japonais de moins de 30 ans et quelques. Un message qui dit faites des enfants, gardez-les, prenez vos responsabilités de parents, de pères donc, d'adultes. Et ça, je sais pas si c'est dans le jeu de base ou si c'est le réalisateur qui l'a mis, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai vu dans pas mal de petits jeux indés d'horreur japonais. Et même des jeux pas si indés que ça. En parlant de ça, si vous êtes joueur, je vous recommande Catherine, avec un C ou avec un K, les deux fonctionnent. C'est pas un jeu d'horreur, c'est un puzzle game avec des éléments scénario, c'est un thriller horrifique, et c'est exactement le même genre d'histoire, quoi. On incarne Vincent, qui est un jeune trentenaire, qui est à un stade de sa vie où il hésite entre se poser définitivement avec sa meuf pour fonder une famille, ou continuer à profiter un petit peu de sa jeunesse. Et il commence à faire des cauchemars très étranges la nuit, où il est poursuivi par des monstres. C'est pareil, voilà, c'est une grosse incarnation de bébés qu'il pourrait avoir, de femmes jalouses, enfin voilà. Et en même temps, dans sa ville, il y a des hommes qui commencent à mourir dans leur sommeil. C'est exactement le même thème. Pour revenir sur le film et son message, moi j'ai pas aimé. Voilà, c'est vraiment jeté à la figure du spectateur de manière pas très subtile. C'est un peu moralisateur en fait. Mais je trouvais le parallèle avec les slashers super intéressant. Après, c'est pas méchant dans le film non plus, hein. C'est moi qui fais mon intello qui aime bien analyser les films. Mais en même temps, si vous êtes là, c'est que vous aimez bien me voir faire mon intello qui aime bien analyser les films. Ou que vous êtes ma mère. Coucou maman. En dehors de ça, le film est bien rythmé, il est pas trop long, il fait genre 1h30, donc c'est depuis la bonne durée pour qu'on s'ennuie pas et que le concept s'épuise pas. C'est bien réalisé, c'est bien joué. Reste une fin un peu facile, mais assez évidente pour ce genre de film, voilà, et je pense qu'ils auraient pas pu faire autrement. Moi, c'est un peu dommage, mais bon, c'est un peu la fin obligatoire pour ce genre de film avec ce genre de concept, quoi. Mais c'était fun. Franchement, j'ai passé un super moment. Bref, Exit 8, c'était sympa en faisant le bilan, hein. C'était frais, c'était même très frais. Je veux dire, le cinéma d'horreur, il faut attendre en général 10 ans pour qu'il y ait un nouveau concept qui arrive et tout, et là je pense que c'est ça. J'espère qu'on verra d'autres films qui exploitent ce concept, parce que en vrai il y a des tas de trucs à faire. Moi j'ai passé un bon moment. Je critique parce que voilà, c'est toujours plus facile de parler des défauts que des qualités d'un film, mais je me suis pas ennuyé, en vrai j'ai kiffé, j'étais à fond dedans, quoi. Et ouais, c'est rare qu'on ait des nouvelles idées dans des genres comme ça. Donc allez-y en fait, voilà. C'est vraiment, il fait pas trop peur en plus, hein. Il est estampillé horreur, mais c'est de l'horreur un peu psychologique, et pour le protagoniste, il y a 2 jumpscares, et même les anomalies elles sont pas si effrayantes que ça, donc vous pouvez y aller, même si vous n'êtes pas client des films d'horreur, vous n'allez pas flipper pendant des heures en en sortant. Franchement, vas-y, c'était cool. Et voilà, c'est longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. C'est pas que je suis pas allé au cinéma, c'est que je suis allé au cinéma trop tard à chaque fois en fait. J'ai vu plein de trucs, hein. Je suis allé voir Superman, les 4 Fantastiques et tout, mais j'avais pas envie de faire des revues 3 semaines après la sortie du film. Voilà, pas rien. Là pour le coup, j'y suis allé le jour de sa sortie, et en plus je peux recommander un truc qui risque de passer à côté des gens parce qu'il n'y a pas énormément de pro dessus, donc j'avais envie de vous en parler. Voilà. Allez, bisous, et voyez des films.